Statufiés sur la place, ils contiennent à jamais leurs plaintes graves et poilues. Au-dessus de la Marne, sur le chemin des dames, la terre est brûlée. Tant de prières fermant. Cela fait maintenant plus de 100 ans que la guerre de 1914-1918 est terminée. De cette guerre, on ne voit plus que les cimetières et les monuments qui jalonnent la ligne de front. Or, ce n'est pas tout à fait exact. La Terre a conservé la mémoire de ce conflit. Dans 2000 ans, à l'instar des tombes gauloises, on verra encore la trace de cette guerre. Je vais vous montrer une vision de ce conflit que vous ne connaissez sans doute pas. J'ai pour passion le paramoteur et je vole chaque année au-dessus du champ de bataille. À certains moments, en fonction des circonstances climatiques aléatoires, le sol, comme par magie, nous restitue le champ de bataille. Je vais, à travers les photos que j'ai prises, vous le faire découvrir. Cette guerre est une guerre de tranchées. Et bien que les bulldozers les ont depuis longtemps rebouchés, ce long serpent se rappelle à nous. Il y a eu entre 100 et 130 km de boyaux creusés par kilomètre linéaire de front. Les tranchées françaises et allemandes sont, selon le manuel, creusées de la même manière. Une saignée droite de 10 mètres face à l'ennemi, suivie d'un demi-cercle en retrait. On comprend que l'impact d'un obus n'avait de cette manière qu'un effet meurtrier circonscrit. Pour cette tranchée française, 2 km en arrière du front, on voit une double ligne de tranchées avec entre les deux une saignée linéaire. On a probablement ici l'enfouissement d'une ligne téléphonique. La partie arrière, qui servait au déplacement, est ponctuée d'abris tous les 30 mètres. Le manuel est parfois interprété. Ici, la tranchée est en forme de créneau, avec des angles droits, moins pratiques au déplacement. Lorsque l'on se rapproche de la ligne de contact, les tranchées sont anarchiques. Ici, à Soins, elles ont été créées sous le feu, en grignotant l'ennemi par des attaques renouvelées de faible amplitude. Ou comme ici, par exemple, sur la Malmassige. Il y avait 3 lignes de tranchées espacées de 3 km l'une de l'autre. Sur chaque ligne, 3 tranchées parallèles espacées de 50 mètres. Entre ces lignes, des boyaux les reliaient entre elles. Ils prenaient la forme de serpents, comme ici, ou bien de zigzag, ou encore, exceptionnellement, en forme de losange, comme ce boyau à Saint-Tourour. Dans cette tranchée, on aperçoit dans le creux de chaque arrondi une tache qui correspond à un abri. Pour celle-là, ils sont à la pointe de l'angle. Celle-ci, située en zone allemande, est intéressante. Elle a été creusée à l'origine en forme de créneau. Puis, par la suite, on a court-circuité les boucles pour rendre la progression plus rapide, tout en sectionnant l'alignement de la tranchée avec un petit retrait. Sur celle-là, on voit des gourbis plus grands qui se raccordent. Lorsqu'on en est plus en arrière, on trouve, comme ici, de gros abris concentrés au même endroit. On a là, sans doute, un PC de commandement, comme ici, à Baconne. On trouve, sur la ligne de 1915, toute une série de morceaux de tranchées disposés comme des barreaux d'échelle. Ces creusements, que l'on nommait parallèles de départ, ont servi, juste avant l'attaque du 25 septembre 15, à stocker les troupes en première ligne. Une fois la première ligne partie à l'assaut, les soldats concentrés dedans allaient occuper la ligne libérée et attendaient de partir à leur tour pour former la deuxième vague, en étant ensuite remplacés par la troisième.
En 1918, on adopta une autre stratégie de part et d'autre. On parsema l'espace entre la première et deuxième ligne de centre de résistance. Celui-ci, à Saint-Souplet, est allemand. Des tranchées en forme de patate et puissamment aménagées et entourées de barbelés laissaient passer l'ennemi dans le dispositif, qui se trouvait ainsi pris sous les feux avant, arrière et sur les côtés. La guerre des mines va commencer à la fin de l'année 14. On creuse des souterrains sous les positions ennemies et on fait exploser des fourneaux de mines en montant à l'assaut. On voit ici sur le site de la Manne-Massige plusieurs entonnoirs. Il sautait une mine ou une contre-mine chaque jour de soins à Massige. Elle a atteint ici à Vauquois, dans l'Argonne, son paroxysme. Les pièces d'artillerie se trouvaient à 3 km en arrière du front. Dans ce parc, on voit encore le relief caractéristique de l'emplacement des canons. Dans ce champ, à Saint-Étienne-à-Arnes, une position de batterie de 4 pièces. Pour installer le canon, on creusait un trou d'1 mètre à 1,50 m de profondeur et on mettait la terre en bourrelet en fer à cheval autour, de manière à protéger la pièce des tirs de contre-batterie. Sur cette photo au moulin de soins, on aperçoit en arrière de la pièce des petits trous creusés pour stocker les obus et répartir les risques. Dans ce champ, à Sompy, on voit l'emplacement d'une grosse pièce allemande et des trous de stockage. Tout au long de la voie ferrée de Suippes à Somme-Tourbe, on trouve de grandes fosses qui devaient stocker des munitions déchargées du train. On trouve beaucoup de ces grandes fosses d'une dizaine de mètres de longueur dans l'arrière-fond de la zone des 3 km. Voici l'emplacement du canon allemand le Langmax à Smide, une pièce de marine de 380 mm qui pouvait tirer à 37 km en direction de Châlons, Reims et Sainte-Menehould. On voit la fosse du canon et de chaque côté 2 soutes à munitions dont les obus pesaient 1 tonne. En voici une autre à Saint-Hilaire-le-Petit en arrière des monts de Champagne. Ici, nous voyons, au soleil rasant, dans un parc, la gare allemande de Sunny, avec ses embranchements. Ici, celle de Smide. Une photo d'époque nous montre que cette dernière a évolué dans le temps. On n'y voit pas les grandes fosses autour qui ont été creusées après. Ici, le tunnel de Sompy. Un effondrement va le rendre inopérant au cours de la guerre. Après 1918, il sera ouvert complètement. La voie ferrée de Châlons à Sainte-Menehould passait par Suippes et était trop près du front. Elle va être déplacée en passant par La Chèpe et Aube. On construit en un temps record ce nouveau tracé de la voie. La trace est encore bien présente, avec par exemple cet aiguillage pour que les trains puissent se croiser. Partant de cette voie principale, un réseau important de voies de 60 permettait à un petit train de Decauville d'emmener le ravitaillement au plus près du front. On voit ici, de Saint-Jean-sur-Tourbe à Laval, la voie qui serpente le long de la tourbe en se servant des courbes de terrain et des défilements. De temps à autre, on aperçoit l'emplacement d'une gare. Les 2 traces ne correspondent pas aux rails, mais au passage des hommes et des chevaux dans la boue, de part et d'autre de la voie en tirant les wagons. Les Français avaient mis des pièces de marine sur des wagons spéciaux. Les canons étaient tellement lourds qu'ils ne pouvaient pas se tourner latéralement pour tirer. Ils ne bougeaient qu'en hauteur. Pour pouvoir les positionner en direction d'une cible, on a construit des épis de tir en courbe. On avançait la pièce d'artillerie dans la courbe jusqu'à ce que le fût soit positionné en face de l'objectif. 4 canons pouvaient tirer en même temps.
À chaque départ de coup, la pression était tellement puissante que le sol martelé marque encore la position de l'épi. Les obus, en explosant, formaient des cratères, dont l'importance était liée au calibre. Ici, près de la ferme Chausson, on voit au soleil couchant et rasant l'emplacement des impacts dans cette pâture. Les hommes, en repos à 3 km en arrière du front, avaient des camps, disposés dans les bois pour se dissimuler de l'aviation. La technique de construction des abris consistait à creuser une fosse de 1,50 m de profondeur. La terre était remise sur les côtés et formait un pare-éclat. Ensuite, il n'y avait plus qu'à mettre un toit, formé de 2 panneaux de planches, recouverts d'un carton bécumé. En cas de bombardement, il suffisait de s'aplatir au fond du gourou. Plus à l'arrière, les baraquements n'étaient pas si enterrés, ce qui explique peut-être ces grandes fosses qui correspondent à des campements, mais d'autres ont sans doute une autre fonction. On retrouve ces campements un peu partout, côté français et allemand. Ils se trouvent disposés de manière anarchique ou bien alignés. Les abris sont organisés, lorsque c'est possible, autour d'une place d'armes, qui rappelle la caserne. Les grands camps de l'arrière étaient aménagés. On y faisait des plantations, comme ici, à Saint-Clément-à-Arles. D'autres, plus près du front, ont un boyau central qui permettait de se déplacer à couvert. Dans les villages de l'arrière, comme ici à Saint-Remy-sur-Bussy, le village était partagé avec les civils. Des baraquements avaient été construits autour et à l'intérieur de ce dernier. Le sol a gardé la mémoire des longues marches harassantes des soldats. Ici, à Laval-sur-Tourbe, ces stries dans l'angle de ce champ marquent les passages des soldats dans la boue pour essayer de réduire le parcours en gagnant quelques dizaines de mètres. Encore plus étonnant, on voit dans ce champ, à Saint-Étienne-à-Arnes, un cheminement qui passe par un point obligé. Puis il se divise en une multitude de traces, sans doute pour partir vers d'autres directions, ou pour éviter une zone détrempée, comme sur cette photo d'époque. Les agriculteurs connaissent bien ce phénomène de la terre matraquée dans les conditions très humides. La terre leur fait payer pendant de nombreuses années le mauvais traitement qu'elle subit. On voit ici des tombes allemandes le long de ce chemin vers Orfeuille. Là, près de Somme-Tourbe, on distingue encore la trace d'un cimetière français. Regardez bien, la première partie de cette nécropole est constituée de grandes fosses communes. Ensuite, on a enterré en tombe individuelle. Sous la pression des soldats et des familles, une loi a contraint les militaires à modifier à partir de juillet 1915 la manière d'inhumer les corps. Près de Junéville, un cimetière allemand en apparence anarchique. En apparence seulement. On y voit des allées et si vous regardez bien, on trouve des groupes de soldats, sans doute de la même unité ou section. À plusieurs endroits, une tombe entourée d'autres. Probablement un officier entouré de ses hommes. Près du camp allemand de Saint-Clément-à-Arles, on voit qu'un cimetière de 200 à 300 tombes y a été accolé. À Soins, au cimetière dit Yvonne, on trouve un groupe de tombes en cercle. Ces cimetières provisoires ont été transférés après la guerre pour constituer les grandes nécropoles que l'on connaît actuellement. Depuis que l'archéologie a commencé à s'emparer de cette guerre, on découvre que le transfert des corps ne s'est pas fait avec tout le respect que devait une nation à ses enfants qui avaient donné leur vie. Les témoignages passés et actuels montrent que ça n'a pas été qu'un phénomène isolé, mais récurrent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui ouvre un champ nouveau de recherche. Cette guerre se rappelle à nous, comme pour nous dire, n'oublie pas, apprends
et ne recommence pas les mêmes erreurs. Si on gardait la douleur et le sang versé, la guerre est ce monstre de feu et d'acier.